Dans ce magazine d'information Pédium reçoit, nous recevons dans ce fauteuil un professionnel des médias, il est journaliste à notre voix et aussi le secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Il s'agit bien de Guillaume Bateau. Bonjour et bienvenue à Pédium reçoit. Bonjour Guillaume Bateau. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et merci de votre disponibilité. Merci. Alors, en première question, on va parler de votre formation en tant qu'étel, en tant que journaliste. Vous avez débuté où votre formation? En tant que journaliste, j'ai débuté réellement à l'Agence ivoirienne de presse. Parce que la vérité, après le baccalauréat, j'ai été orienté à EST locaux, où j'ai fait un BTS en communication et action publicitaire. Au départ, je n'étais pas vraiment destiné à faire la presse. Et puis, bon, dans la recherche de stage, j'avais un enseignant à l'époque, M. Souaré Mamadou, un professeur de droit, qui m'a conseillé à celle qui est maintenant l'actuelle directrice centrale de l'AIP, Mme Barry Oumou, qui était à l'époque directrice des ressources humaines. Et donc, j'ai commencé mon stage à l'AIP et c'est là-bas que j'ai commencé un peu sur le tas à faire du journalisme, de la presse écrite de façon précise. Et aujourd'hui, votre avion vous a permis d'atterrir dans quel organe? Oui, donc après l'Agence ivoirienne de presse, j'ai travaillé un peu avec certains journaux comme L'Œil du Peuple, entre 95, 96 et en 97, j'ai intégré le groupe Nouvelle Raison, le journal La Voix. Donc, depuis, j'y suis resté comme journaliste jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai fait quelques cours à l'ISTC, 2 ans de formation pour préparer un diplôme d'études supérieures en communication. Et voilà. Donc, voilà à peu près le parcours professionnel. Alors, naturellement, vous avez eu de grands moments dans la pratique de votre métier. Quels ont été les temps forts, vos premiers papiers, vos premiers interviews, vos premiers reportages? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Oui, j'avoue que à l'Agence ivoirienne de presse, j'ai découvert un monde nouveau. C'est le monde de l'agence. On avait de grands encadreurs, quand même de grands journalistes. Mon maître de stage, M. Chawa C. Désiré, M. Henri Séry Tapé, M. Bebalo qui était à l'époque le sous-directeur de l'information, M. Samba Kone qui était le directeur central de l'AIP. On était vraiment bien entourés. Et je me souviens que l'un de mes premiers articles de reportage, ça a été quelques jours après un article qu'avait fait un de nos correspondants à Gagnoa sur la situation politique là-bas, avant les élections de 1995. Et quand nous sommes partis en reportage au siège du RDR à l'époque, on a dit, je me suis présenté en tant que reporter de l'AIP. J'ai été accueilli par des grondements, les gens n'étaient pas contents. Bon, j'avais eu un peu peur. Mais après, on m'a rassuré. Et puis bon, j'ai bien travaillé. J'ai expliqué que l'agence, il y avait un correspondant et que nous, on était basé au desk ici à Abidjan. Mais après ça, bon, tout s'est bien passé. J'ai fait de très bons stages. Je pense que mon passage à l'AIP, vraiment, m'a donné tous les rudiments du métier. Après, je suis entré donc j'ai travaillé à L'Œil du Peuple. Et un événement qui m'a marqué aussi, c'était l'accident du président Laurent Gbagbo. À l'époque, il était le président du FPI. Et en 1996, il avait fait un accident de la circulation. Il revenait du pays, je crois, de Gagnoa. Il a fait un accident aux alentours de... comment on appelle ce village-là? Bon, il y a un gros village dans l'Ogène, un peu entre Divo et Tiasalé, Hermakono. Et à l'époque, j'étais à L'Œil du Peuple, on avait fait le compte rendu, et puis j'animais une petite rubrique satirique qui s'appelait Sakpa, avec un certain nombre d'années. C'était une rubrique commune à la rédaction. Et moi, j'avais fait un papier pour dénoncer l'organisation du cortège du président, qui était quand même le chef de file de l'opposition. Parce que dans le déroulement de l'accident, on nous avait expliqué qu'il y avait une voiture qui les suivait depuis la sortie de Gagnoa et qui a pu s'introduire dans le cortège, et rester longtemps dans le cortège et après a percuté le véhicule du président Gbagbo et ça a entraîné l'accident. Et j'avais écrit un article pour dire mais comment une personnalité de ce plan n'a pas un protocole organisé, n'a pas un service de sécurité organisé qu'on peut permettre qu'une voiture étrangère se mette dans un cortège
Et j'avoue que les responsables de la sécurité du FPI à l'époque, moi j'étais jeune débutant, ils sont venus au siège du journal se plaindre. Ils cherchaient à me voir, j'étais assis là, et le directeur de publication, M. Nyanwa Zibrabi, a dit mais que c'est lui qui avait écrit l'article. Une façon à lui de me protéger. Et les gens, M. Dakouri, qui est l'actuel ministre des Eaux et Forêts, et qui était le responsable de la sécurité, n'était pas du tout content. Mais bon. Donc, c'est passé. Et puis, bon, il y a eu d'autres après. J'ai commencé à travailler à La Voix, les reportages, les tournées du président Gbagbo à l'intérieur du pays. C'était de grands moments de médiatique. Il y avait, et puis bon, les interviews. J'ai eu moi-même à interviewer plusieurs fois le président Gbagbo, des ministres. Donc, ouais. On va revenir sur l'étape de l'accident du président Laurent Gbagbo. En ce moment, en tant que nouveau journaliste, je peux le dire ainsi, vous faites un papier qui choque peut-être la nation, on débarque dans votre organe. En ce moment, comment est-ce que vous vous sentez dans la peau? Puisque vous savez que la mission du journaliste aussi, il y a des risques à prendre. Non, j'avoue que en faisant mon article, je ne m'attendais pas à cette réaction. Je me disais que c'était tout à fait normal, qu'on relève cela. Nous, on était dans un journal qui était proche du FPI, à l'époque, donc de l'œil du peuple. Mais je n'avais pas conscience qu'il y a un certain nombre de choses que certains journaux, certains journalistes ne disaient pas par rapport à la ligne éditoriale. Mais on avait quand même un journal qui se voulait indépendant, même s'il était proche du FPI. Et le directeur de publication, il nous disait de crise ce qu'on pense être juste. En tout cas, ça m'a marqué positivement. J'ai vrai que j'étais surpris par la réaction. Le responsable de la sécurité du FPI est venu avec la garde rapprochée. Ils sont venus chercher. Mais qui est ce Guillaume Bateau? Qui a écrit ça? Bon, tout ça. Bon. Alors déjà, vous, à travers ce papier, vous avez déjà déclaré clair votre vision. Vous êtes quelqu'un qui dit la vérité, quelqu'un de très dur, de très direct dans ses propos. C'est comme ça qu'on vous reconnaît aujourd'hui. À cette étape, lorsque vous faites des interviews avec le président Gbagbo, vous ne vous dites pas que je suis déjà arrivé au sommet? Oui, c'est toujours pour un journaliste, quand vous rencontrez un homme politique de premier plan, soit un ministre, soit le président Gbagbo à l'époque, leader de l'opposition, c'est une fierté. Hein, vous interrogez, vous posez des questions, c'est une fierté. Vous dites que... Mais en même temps, c'est votre boulot. Mais c'est vrai que quand vous vous retrouvez dans ce genre de rencontre, face à face, avec quand même quelqu'un qui a beaucoup de charisme et qui parfois rudoie les journalistes, il faut vous préparer sérieusement. J'ai eu aussi à faire des entretiens, des émissions, par exemple, avec le secrétaire général du PDCI, il m'a dit qu'elle était une émission mémorable, avec l'ancien ministre Mel Théodore. Mais moi, généralement, je prépare mes émissions. Je me dis, le rôle du journaliste, l'interview, c'est un peu comme un match de boxe. Le journaliste doit pouvoir tirer le meilleur de son interviewé, mais en même temps, l'amener à dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Voilà. Et il faut le pousser, de sorte qu'il puisse vraiment sortir vraiment ce qu'il veut cacher. Donc, c'est des techniques qui s'apprennent. Et généralement, il faut poser les questions qui fâchent, c'est-à-dire les questions auxquelles tout le monde s'attend, mais généralement que les gens évitent. Et moi, j'ai toujours été dans cette registre-là. C'est pas que je sois dur ou direct, mais j'estime qu'un journaliste doit pouvoir dire ce qu'il pense, doit pouvoir se faire l'écho de ce que les gens se posent comme question dans la société et le mettre sur la place publique pour que s'il y a des réponses à donner, on puisse les donner. Merci de nous suivre sur Pedium TV. Nous sommes toujours avec Guillaume Bateau. Il est le secrétaire du SYNAPSI, le syndicat des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Et avec lui, on va parler maintenant de sa vie privée. Guillaume Bateau est-il marié? Combien d'enfants? Oui, je suis marié, père de 4 enfants. 3 filles et un garçon. Alors, est-ce que la famille arrive à accepter le métier que vous faites aujourd'hui? Oui, bon, puisque mon épouse et moi on s'est connus quand j'étais étudiant, c'est vrai, et j'ai commencé à travailler tout juste après, en 97. Bon, les enfants sont nés dans le contexte, je crois qu'ils sont contents, puisque, en tout cas, ils me voient souvent à la télé, donc ils sont contents de ce que je fais. C'est vrai que je suis souvent absent, hein, à cause du métier, et puis aussi à cause de mes responsabilités syndicales. Je voyage beaucoup, ici en Côte d'Ivoire, à l'extérieur, mais je pense que la famille accepte quand même le fait que je sois responsable syndical, que je me batte pour
les uns les autres. En tout cas, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ok, nous allons arriver maintenant sur l'étape du syndicat. Vous avez hérité de ce fauteuil du premier, je vais dire, secrétaire du syndicat qui est aujourd'hui n'est plus de ce monde. Quelle est aujourd'hui la mission que Guillaume Bateau s'est assignée? La principale mission que je me suis assignée avec mes camarades à la tête de ce syndicat, c'est de véritablement changer la vie des professionnels des médias de notre pays. Il faut le dire, la situation est triste. C'est vrai qu'on en parle souvent, les gens ont l'impression qu'on exagère. Mais les professionnels des médias de Côte d'Ivoire, qui sont des gens talentueux, malheureusement n'arrivent pas encore à vivre de leur métier. Et il faut que nous puissions organiser tout le monde, mettre ensemble, mobiliser toutes les énergies pour que dans les années qui viennent, quelqu'un qui travaille dans un média puisse vivre véritablement son métier. Ça fait combien d'années que vous êtes dans ce fauteuil? Bientôt 10 ans. Bientôt 10 ans, ça ne fait pas beaucoup? Oui, ça fait beaucoup, mais le travail est tellement important. Vous savez, quand j'ai arrivé à la tête du SYNAPSI en décembre 2006, le syndicat avait été créé en 1999, il y a eu le coup d'État tout juste après. On a créé le syndicat en août, il y a eu le coup d'État en décembre. Et il y a eu la transition militaire, 2000, et puis bon, la crise en 2002, le syndicat n'avait vraiment pas eu le temps de se positionner. Et malheureusement, nous avons perdu notre premier secrétaire général, feu le camarade Sangledaï, en août 2006. Donc, quand j'ai été élu en décembre, il fallait d'abord vraiment imposer le syndicat. Il fallait le faire connaître d'abord. Il fallait le faire exister administrativement. Et il fallait le faire connaître dans l'espace médiatique. Il fallait le faire connaître aux travailleurs. Cela nous a pris beaucoup de temps. Ça nous a pris, disons, pratiquement 2 ans. Donc mon premier mandat de 2006 à 2009 restait vraiment dans la construction du syndicat. Après 2009, au moment où nous avons signé donc, la convention collective en 2008, au moment où nous nous apprêtions vraiment à lancer la machine, il y a eu la crise de 2010-2011 qui est venue pratiquement remettre encore en cause tous les acquis que nous avions. Voilà. Et après la crise, nous avons eu un congrès en 2012 qui a renouvelé sa confiance à ma personne, avec pour objectif vraiment de continuer le travail. Et nous nous sommes rendus compte que non seulement il y avait du boulot, mais il fallait réunir toute la famille des médias dans un seul syndicat. Et c'est ce travail que nous avons fait. Et en 2015, effectivement, nous avons décidé de changer le nom du syndicat, de changer les statuts et de créer un grand syndicat qui soit ouvert à l'ensemble des professionnels des médias, qu'il soit de la presse écrite, qu'il soit de la presse audiovisuelle, c'est-à-dire radio, télé, ou de la presse numérique, qu'il soit du privé ou du public. Donc nous avons créé donc le syndicat national des professionnels de la presse qui a remplacé le syndicat national des agents de la presse privée. Et aujourd'hui, on sent que cette nouvelle option est accueillie favorablement par nos camarades à l'intérieur du pays et dans les entreprises de presse, parce que pour nous, il nous faut une machine syndicale qui soit véritablement forte, qui regroupe tout le monde et qui puisse représenter l'ensemble des travailleurs. Alors aujourd'hui, l'état actuel de votre syndicat, après avoir changé de nature, de prendre beaucoup de force pour pouvoir travailler, pour avoir beaucoup d'acquis, quel est le bilan à mi-parcours de Guillaume Bateau à ce jour? Le bilan, je veux dire qu'il est positif. Le bilan est positif, d'abord, je vous ai dit que quand je suis arrivé à la tête du syndicat en 2006, le syndicat existait pratiquement sur le papier. Il fallait trouver un siège, il fallait légaliser formellement l'existence du syndicat, donc avoir un récépissé, il fallait avoir un compte bancaire parce qu'il fallait travailler avec les partenaires et il fallait aborder les questions qui nous préoccupaient. Nous avons pu obtenir la signature de la convention collective en 2008. C'est très important. Et ça a permis aujourd'hui, avec les batailles que nous avons menées autour, d'améliorer la situation des travailleurs de la presse écrite. Aujourd'hui, depuis 4-5 ans, nous travaillons véritablement sur les personnels des radios de proximité. Et en janvier dernier, vous avez vu, avec la rencontre avec le chef de l'État, le président de la République a donné des instructions pour que les personnels des radios de proximité soient payés au moins au SMIC. Parce que la situation était difficile. Les travailleurs dans certaines radios avaient 2500 francs par mois. Je dis bien 2500. Je n'ai pas dit 25 000, je dis 2500 francs par mois comme salaire. Où ils n'étaient pas du tout payés. Ils sont employés comme des stagiaires permanents. Des gens qui sont stagiaires pendant 10 ans.
sans un seul revenu. Cette situation s'est arrangée aujourd'hui. Le président a donné des instructions, le ministère de la Communication est engagé, nous aussi avec. Récemment, j'étais en tournée à l'intérieur du pays. La question des correspondants de presse était prise à bras le corps. La question de la presse numérique, nous avons bataillé pour que cette catégorie de médias soit prise en compte dans la nouvelle loi qui va être adoptée, et, on espère d'ici la fin de cette année. Et donc, la situation aujourd'hui, le plaidoyer en faveur d'un mieux-être des professionnels des médias ne tombe pas dans les oreilles de sourds. Tout le monde a compris, parce qu'avant, le débat c'était oui, l'éthique et la déontologie, je ne suis pas bien formé. On a réussi aujourd'hui à faire comprendre à tout le monde, à tous les acteurs, que tant que les professionnels des médias de Côte d'Ivoire ne vivraient pas de leur métier, on ne pourra pas avoir une presse de qualité. C'est-à-dire le rapport conditions de travail et qualité de contenu des médias, on a réussi à l'imposer dans le débat public. C'est très important. Alors aujourd'hui, on peut dire que Guillaume Bateau est très heureux de sa lutte pour la convention collective. Oui, absolument. Même si pour le moment, il y a quelques entreprises qui essaient de contrôler, mais c'est une réalité. Et vous avez écouté Madame le ministre de la Communication, la dernière journée mondiale de la presse, elle a été claire. Elle a demandé aux travailleurs de prendre leurs responsabilités et le gouvernement prendrait les siennes. Donc, pour nous, aujourd'hui, c'est une réalité. L'autorité a compris que tant que les journalistes étaient, comme je l'ai dit dans mon discours, des mendiants de luxe, mais on ne peut pas avoir des médias de qualité. Donc, la convention collective aujourd'hui est une réalité. Le CNP, avec qui nous avons longtemps travaillé, a fait des contrôles, a fait des tas de lieux, tout le monde est situé. Avant, quand on disait que la convention n'était pas appliquée aux entreprises de presse, les gens disaient que, ah oui, Guillaume et ses amis racontent. Mais quand le CNP a fait son contrôle et allé au contact des entreprises, les a visités, et quand le CNP a fait son rapport pour dire que moins de 30% des entreprises de presse appliquent la convention collective, tout le monde s'est tué. Est-ce qu'il y a d'autres actions qui vont être menées? Bien entendu. Bien entendu. Nous disons aujourd'hui, face aux patrons de presse qui tirent au flanc, comment on appelle ça, qui essaient de ruser, nous proposons une mesure simple. La loi permet au Conseil national de la presse de pouvoir vérifier auprès des banques à travers les virements bancaires. Parce qu'aujourd'hui, voilà le problème qui est posé. Certains de nos camarades, de crainte de perdre leur emploi, sous la menace de leur patron, signent des documents pour dire oui, je suis payé à tel montant alors qu'ils ne perçoivent pas ces montants. Le CNP nous dit, ah oui, mais vos camarades sont complices. On dit d'accord, mais on peut contrôler cette mesure. Le CNP peut demander à chaque entreprise de lui déposer les ordres de virement. Naturellement, parlons d'entreprises. Est-ce que toutes les entreprises sont impliquées dans votre lutte? Bien, bon, en tout cas, nous avons des camarades partout. Nous travaillons avec tout le monde. Nous sensibilisons tout le monde pour dire aux patrons de presse qu'ils ont intérêt à payer correctement leurs travailleurs, pour les mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Parce qu'il faut dire la vérité aux gens. Il ne faut pas faire la fine bouche. Moi, je le dis. Un journaliste, un président de médias est avant tout un être humain. Si vous ne pouvez pas vous nourrir votre famille, vous soigner, vous vêtir, vous déplacer. Nous sommes en train de faire un entretien ici, vous pouvez payer vous déplacer, venir. Si vous ne pouvez pas payer votre maison, nourrir vos enfants et votre femme, vous loger, mais écoutez, si quelqu'un vient vous proposer de l'argent pour pouvoir faire un travail pour lui, mais vous allez le faire. Même si vous avez été formé dans les meilleures écoles du monde. Le mot corruption, là, c'est pas un mot Yakuba, ou bien c'est pas un mot Koyaka. C'est ça. Les gens veulent cacher le soleil avec la main. C'est-à-dire, voilà, il y a des gens qui veulent exploiter leurs amis, veulent tirer profit de la situation de chômage endémique dans notre pays pour réduire les besoins des médias à la mendicité. Mais si on réduit les besoins des médias à la mendicité, il faut qu'on accepte les conséquences. Voilà. Donc, nous disons aux uns et aux autres que nous avons intérêt à trouver des solutions, à régler les problèmes des travailleurs des médias. Les gens comprennent, mais il y a toujours des brebis galeuses. Il faut que donc nous demandons au CNP. Alors, on nous a dit oui, les salaires sont individuels, mais le CNP a demandé les bulletins de salaire. Ça veut dire que le CNP connaît déjà les salaires, puisque tous les travailleurs ont fait partie de leur bulletin de salaire. Donc, ce n'est pas l'ordre de virement maintenant qui va poser le problème.
Il faut que le CNP exige des entreprises de presse des ordres de virement pour les travailleurs. Alors, dans vos propos, on sent que vous avez vraiment l'envie de travailler, l'envie de régler la condition de vie des différents travailleurs. Quelles sont les différentes actions que le SYNAPSI va poser maintenant pour que enfin ces problèmes soient réglés de façon définitive? Alors, nous sommes un syndicat. Le seul moyen que nous avons, ce sont les moyens légaux. D'abord, nous disons aux travailleurs des médias que le premier et le principal acteur de la solution de leurs problèmes, c'est eux-mêmes. Parce qu'il ne faut pas croire que le bon Dieu viendra du ciel pour régler nos problèmes. Non. C'est nous-mêmes, en prenant conscience de notre situation, en nous disant que nous ne pouvons pas éternellement être de grands enfants, nous faire exploiter. Notre mobilisation est la première solution à nos problèmes. Alors, donc, la prise de conscience tarde. Oui, nous faisons la sensibilisation. Nous sommes en train de parler avec vous aujourd'hui. Récemment, nous étions à l'intérieur du pays, en tournée. Nous faisons la sensibilisation pour expliquer aux travailleurs des médias que seule leur mobilisation va commencer à faire régler leurs problèmes. Et à partir de ce moment, nous continuons de parler avec les autorités. Vous nous voyez à toutes les rencontres, à toutes les tribunes. Nous faisons le plaidoyer pour qu'on règle les problèmes des travailleurs des médias. Parce que dans un pays qui se veut démocratique, la presse est un fondement important. La liberté de la presse est un pilier important. Mais nous le disons, il ne peut pas avoir de liberté de la presse dans un pays où les travailleurs des médias, les présidents des médias sont pauvres, ont peur, ont faim. Ce n'est pas possible. Donc, c'est ce plaidoyer, nous le disons aux autorités pour que les lois se prennent, pour que les décisions se prennent. Je vais parler tout à l'heure des instructions du président de la République en faveur de nos camarades des radios. Sur ce genre de décisions qui vont permettre de faire avancer les choses. Il faut que des textes soient pris, qu'ils soient appliqués. Il faut que le statut des personnels des médias s'améliore. L'État a fait des efforts. Il y a un fonds de soutien qui est là, qui appuie les entreprises de presse, qui appuie les organisations professionnelles. Mais on doit faire plus. L'État doit faire plus. L'État doit être vigilant dans la régulation de tous les sous-secteurs des médias, que ce soit la presse numérique, la presse écrite, l'audiovisuel. Le régulateur doit être vigilant, doit être regardant. Alors le constat est clair. Donc selon vous, qu'est-ce qui bloque? Ce qui bloque, d'abord, il y a le manque de responsabilité des travailleurs eux-mêmes. Qui se laissent exploiter, qui jouent les grands enfants. C'est le premier problème. Parce que si nous-mêmes, nous ne comprenons pas que nous avons des problèmes et qu'il faut nous battre pour les régler, on ne pourra pas le faire. Deuxième problème, au niveau même des pouvoirs publics. Tout le monde dit oui, la presse, mais on se rend compte que ce sont des discours, il y a un manque de volonté. Sinon, le président Houphouët-Boigny, pour lancer, impulser l'éducation, il a décroché les enseignants. La régie financière, c'est une décision politique. On a dit, ah voilà les gens qui comment on appelle ça, récoltent de l'argent, mobilisent les ressources financières pour l'État, il faut qu'ils soient dans de bonnes conditions. Mais on peut faire la même chose pour les hommes de médias. Alors aujourd'hui, pensez-vous que l'État ne vous accompagne pas suffisamment dans... Non, bon, nous on n'a pas que l'État nous accompagne dans notre lutte, mais que l'État fasse son travail. Quel travail l'État doit faire? Je parle d'avoir le travail de régulation. Il y a une loi sur la presse qui dit que un propriétaire d'entreprise de presse écrite doit payer à la convention. Il signe. Mais il faut veiller à ce que ce soit fait dans les faits. Ce soit effectif. Comme je l'ai dit, demander par exemple les ordres de virement. Ça, c'est un petit problème. Si le CNP dit aujourd'hui, bon, messieurs les responsables de l'entreprise de presse, chaque fin de mois, je veux avoir sur ma table les ordres de virement de vos travailleurs. On peut me régler. Ceux qui n'ont pas l'ordre de virement, on fait. C'est vrai que Guillaume Bateau est clair dans ses dits. Vous revendiquez beaucoup. Vous tapez sur la table, même pour parler encore plus fort. Mais sur quoi vous comptez pour parler ainsi, pour demander assez de choses? Non, mais d'abord, c'est un droit. La liberté syndicale est un droit consacré par la Constitution ivoirienne et par beaucoup de conventions internationales à laquelle notre pays est partie prenante. Deuxièmement, je consulte les travailleurs. C'est eux que je représente. C'est eux qui m'ont élu pour me battre pour eux.
Donc je compte sur eux. Je sais que ce que je dis, c'est dans leur intérêt. C'est même dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Je ne dis rien de mauvais, de nouveau. Vous n'avez pas l'impression de ne pas être compris? Non, je suis compris. C'est vrai que parfois je suis un peu déçu du manque d'engagement des travailleurs des médias. Mais c'est aussi mon travail de leur expliquer, d'arriver à les convaincre que c'est nous-mêmes qui pouvons régler nos problèmes par notre mobilisation. Et je pense que de plus en plus je suis compris. Pas plus tard qu'hier, mercredi 4, j'étais à Radio Yopougon pour parler avec les personnels de Radio Yopougon, pour leur faire connaître la décision du gouvernement. Mais j'étais heureux. Ils m'ont dit, SG, c'est eux-mêmes qui m'ont invité. Ils m'ont dit, envoie les fiches d'adhésion, nous tous on va adhérer. Il y a quelques semaines, j'étais à l'état du pays, Soubré, Toumoudi, Djekano, Oumé, Gagnoua, Divo, partout. J'ai été accueilli. De plus en plus, parce que vous savez, par moments, certains pensent que ils ont des affinités politiques qui peuvent les sauver. Dieu merci, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on a fait le tour. Les principaux partis ont gouverné. Le PDC-RDA a gouverné, le FPI a gouverné, le RDR est au pouvoir depuis plus de 5 ans. Certains professeurs de médias qui ont pensé que leur affinité avec les hommes politiques allait les sauver, tout le monde a fait le tour. Et ce que nous disons depuis toujours, que ce n'est pas nos affinités avec les hommes politiques qui vont faire notre fortune, mais bien les salaires qu'ils nous ont payés pour garantir notre retraite. Les gens ont compris. Les gens ont compris. Ceux qui ont travaillé avec les anciens partis au pouvoir, la plupart des présidents des médias, ils ont compris. Ils sont aujourd'hui encore dans l'opposition. Ceux qui étaient dans l'opposition hier, qui sont arrivés au pouvoir avec certaines... Ils ont vu que depuis 6 ans, leurs problèmes ne sont pas réglés. Il y a des arriérés de salaire dans ces entreprises de presse qui sont adossées à des partis qui sont aujourd'hui au pouvoir. Donc, les gens ont compris que ce n'est pas la proximité avec un parti politique ou bien un homme politique qui va faire leur bonheur. Certains peuvent en profiter, c'est clair, mais dans une rédaction, combien peuvent être débauchés pour être dans un ministère? Combien peuvent aller travailler dans une institution? La grande majorité reste dans la rédaction. Donc aujourd'hui, ça fait que quand nous discutons, parce qu'avant, certains pensaient que oui, Guillaume, il travaille à notre voix, donc il est proche du FPI, donc c'est une affaire de... Mais moi je dis aux gens, nous avons, moi, Guillaume Bateau et mes camarades, nous avons organisé 2 grèves à notre voix sous le président Gbagbo, il était au pouvoir. Donc moi je n'ai pas de complexe vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que ça n'a rien de politique. Ça n'a rien de politique. Et de plus en plus, nos camarades se rendent compte que c'est notre organisation, notre bataille pour nous-mêmes, pour améliorer nos revenus, qui va faire changer notre situation. Et non faire les couloirs. Parce que je dis souvent aux gens, les hommes politiques, celui qui croit, un homme de médias qui croit qu'il est un ami, un homme politique, vraiment, c'est qu'il n'a rien compris. Vraiment, celui qui croit. Il n'a vraiment rien compris. Il n'a vraiment rien compris. Alors, Guillaume Bateau, très motivé, Guillaume Bateau, très engagé. C'est vrai qu'on vous tasse je vais dire, militant du FPI, mais où Guillaume Bateau tire ses finances pour pouvoir soutenir les actions du syndicat lui-même? Le syndicat, d'abord, il y a, c'est vrai, nos membres qui cotisent. C'est vrai que les cotisations ne sont pas nombreuses, mais la première ressource du syndicat, c'est nos membres. Ensuite, comme je l'ai dit, dans le cadre du Fonds de soutien de la presse, le SYNAPSI fait partie des organisations professionnelles qui sont appuyées régulièrement. Et puis, on a des partenariats avec... Nous-mêmes, SYNAPSI, nous sommes membres de la Confédération ivoirienne des syndicats Libre Dignité, où je siège au comité exécutif. Nous sommes membres d'une internationale syndicale mondiale qui s'appelle Uni Global Union, où j'ai été élu aussi membre du comité exécutif en décembre 2014 à Cape Town. Et nous avons des partenariats avec la Fondation Frédéric Ebert, par exemple, avec l'UNESCO, avec OSIWA. On fait des projets qui sont financés et donc ça nous permet d'avoir des ressources. Mais la première ressource, c'est nos cotisations. Et nous nous battons aujourd'hui pour recruter davantage de membres pour être plus forts financièrement. Parce que les partenariats, ce n'est pas tous les jours que ça vient. Mais on travaille avec ce que nous avons. Et puis parfois, on met en contribution vraiment des bonnes volontés, des gens qui nous aident. Parce qu'ils se sont convaincus que le travail que nous faisons, il est important pour notre pays, il est important pour notre système démocratique. Si nous voulons avoir un pays organisé, équilibré, la presse est un contre-pouvoir. Mais on ne peut pas être un contre-pouvoir si nous avons le ventre creux.
Je l'ai dit. Il ne faut pas compter sur un journaliste qui n'a pas mangé depuis le matin d'aller faire une enquête et de voir qu'est-ce qui se passe dans les tours. Non, ce n'est pas sa première priorité. Quand il se réveille le matin, sa première préoccupation, c'est où il va trouver quelqu'un qui va donner au moins 50 000 francs pour nourrir sa famille. Mais si le journaliste, vous êtes bien payé, vous avez 400 000, vous avez une voiture, vous pouvez vous déplacer, vous avez le temps de faire les enquêtes, d'aller voir ce qui se passe, le permis de conduire, pourquoi c'est comme ça. Mais si vous-même, vous n'avez pas mangé depuis le matin, et vous allez au ministère des Transports, on dit, le ministre veut vous recevoir. Vous dites, bon, jeune homme, tenez 200 000 francs, bon, cette affaire-là, laissez tomber. Vous croyez que vous avez poursuivi l'enquête? Alors, il s'est dit que dans la corporation, vous êtes victime de corruption ou vous valorisez la corruption. Est-ce vrai? Non, je ne valorise pas la corruption. C'est nos conditions de vie qui valorisent la corruption. C'est parce qu'on n'a pas d'argent. Il ne faut pas faire la fine bougie, je vous l'ai dit déjà. Moi, j'ai toujours dit, tant que les gens seront mal payés, ils vont raqueter. Et on peut prendre ça comme on veut, mais c'est la stricte réalité. L'éthique et la déontologie doivent aussi s'imposer à ceux qui nous emploient. Parce qu'on ne peut pas attendre le journaliste qui soit face à la problème de l'éthique et que vous, toi tu ne payes pas ton travailleur et tu lui demandes d'avoir l'éthique. L'éthique, ça ne se mange pas. Il faut dire des choses. Parfois ça choque les gens, mais c'est la vérité. Il y en a, les gens prennent leurs frères pour des idiots. Les gens créent des entreprises de presse pour se faire de l'argent. On voit leur train de vie. Bien entendu, Guillaume Bateau combat cela. Ah oui, bien entendu. Il fut un temps où vous êtes vu retirer votre carte professionnelle. Vous pouvez nous expliquer dans quelles conditions Oh bon, c'est une histoire. Nous, on avait tiré un train dessus. Non, il y a eu des conflits internes avec des amis, des camarades. Un certain nombre de camarades, comme je dis, en mal de publicité, actionné parce que vous savez, la période, c'était la période où on était vraiment engagé pour l'application de la convention collective. C'était un camarade manipulé par certains patrons de presse, ont voulu profiter des comportements indélicats d'un d'un autre pour pouvoir casser le syndicat. En fait, c'était l'objectif. Ils voulaient casser le syndicat et nous accuser d'avoir détourné les fonds du syndicat à la veille du congrès. Je leur ai dit que selon nos textes, ces gens de questions se débattent au congrès. Ils n'ont pas voulu, ils ont saisi le CNP qui a voulu s'immiscer dans une affaire syndicale qui n'a rien à voir avec ma profession de journaliste, parce que mon syndicat aujourd'hui, c'est le syndicat national des professions de la presse. Un animateur peut être secrétaire général, un technicien peut être secrétaire général, un photographe peut être secrétaire général de Synapsi. Alors j'ai posé la question au CNP, si je n'étais pas journaliste, vous allez me convoquer ici? Ou bien si j'étais journaliste que je travaille à la RTI, vous allez me convoquer? Parce que le CNP ne gère que la presse écrite. Bon, j'ai estimé que j'ai refusé de répondre à leur convocation, ils m'ont retiré la carte pour 6 mois. C'était une injustice. Je crois que tout le monde a compris, c'est une injustice. L'objectif de tous ceux qui se sont agités, c'était d'enlever Guillaume Bateau de la tête de Synapsi parce qu'on était à un niveau important. Mais c'est pas comme ça qu'on enlève les gens en tête d'une structure syndicale. Il y a les textes, on va au congrès. Mais mes adversaires qui étaient face à moi étaient convaincus qu'aller au congrès, ils ne pouvaient pas me battre. Il fallait trouver. Ils ont cherché un secours auprès du CNP qui a joué les mercenaires. Bon, ça n'engage que. Mais moi, j'ai tiré un trait dessus. Je suis allé rencontrer le président du CNP pour dire que pour nous, c'était plus important. J'ai repris ma carte, je continue mon travail. Je pense que ça aussi, c'est important. Dans notre pays, il faut que les gens apprennent à être responsables, respecter la loi. Voilà. C'est parce qu'on s'appelle CNP, on a une autorité de régulation, on a des pouvoirs, on peut faire ce qu'on veut. Non, c'est pas ça. Alors, qu'en est-il le juge de relation avec ceux qui ont tenté intention? Ils ont été radiés par le Congrès, notre syndicat. Donc, la sanction n'est pas aussi forte? Mais ce n'est pas moi qui ai décidé, c'est le Congrès. Le Congrès est l'essence suprême de notre organisation. Et il y a des règles. Quand vous vilipendez le secrétaire général, quand vous intentez un procès contre le syndicat, vous faites annuler par la justice le Congrès, à la veille du Congrès, alors que les délégués, vous faites perdre de l'argent au syndicat. Quand vous répondez dans la presse pour raconter des choses qui ne sont pas vraies et que vous êtes incapable de venir au Congrès pour vous défendre, le Congrès a estimé que cette façon de faire n'était pas responsable et ne pouvait pas cautionner ce genre de choses. Donc le Congrès les a radiés. Moi, j'ai pris acte. J'étais aussi congressiste comme tout le monde. On avait près de 120 participants au Congrès qui ont décidé que ces camarades-là ne méritaient plus d'être avec nous. Ils ont été radiés. Bon, moi, j'ai pris acte. C'est après que j'ai été élu. Et puis bon, donc j'ai un mandat pour 5 ans, continuer à travailler
au bénéfice des professionnels des médias de Côte d'Ivoire. Alors, est-ce qu'à la fin de votre mandat de 5 ans, Guillaume Bato va vouloir reconduire son mandat pour... Ça dépendra du Congrès. Ça dépendra du Congrès. Je pense que nos nouveaux textes disent que c'est un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Moi, aujourd'hui, mon souci, c'est de faire le travail que le Congrès m'a confié. C'est-à-dire arriver avant la fin de mon mandat à régler les questions, le statut des personnels des radios de proximité, à régler les questions qui préoccupent les personnels des médias d'État, l'AIP, la RTI, Fraternité Matin, faire progresser les questions au niveau de la presse écrite, avoir un statut clair pour les personnels des médias numériques, et puis faire en sorte que nous ayons un grand syndicat représentatif de tout l'ensemble des travailleurs des médias de Côte d'Ivoire. Quand le moment viendra, le Congrès appréciera si j'ai fait bien ou mal mon travail, et puis bon, on verra s'il me reconnaît ou pas. Bien ou mal, est-ce que Guillaume Bato a été impliqué dans un scandale financier? Non. Je vous dis que tout à non. C'est des gens qui ont essayé de m'attaquer sur ces questions-là. Ils ont été déboutés par la justice. Il n'y a pas meilleur des aveux. Guillaume Bato ne vit pas avec les fonds de son syndicat? Ben, si vous savez que le syndicat n'a pas assez de fonds, vous ne demandez pas si je vis avec les fonds. Non. Je pense que le SYNAPSI est un grand syndicat, mais qui est en construction. Et nous sommes engagés vraiment à faire une force incontournable dans le secteur des médias. Et nous sommes serrés. Nous travaillons avec nos moyens de bord, nous sommes tranquilles et nous pensons que les choses vont s'améliorer positivement dans les années qui viennent. Alors nous allons allègrement vers la fin de cette émission. On va revenir sur le sujet de la convention collective. Aujourd'hui, au regard de tous les avancées que Guillaume Bato a pu avoir au devant de ce syndicat, qu'est-ce que Guillaume Bato compte faire comme action pour que la convention collective soit vraiment totale pour... Oui, mais je l'ai dit, nous demandons au CNP de prendre sa responsabilité. La loi lui a confié la mission de réguler le secteur. Il faut le faire vraiment en profondeur, pas à la surface. Tout le monde sait aujourd'hui que 90% des entreprises de presse écrites qui sont là ne respectent pas la convention collective. C'est-à-dire, ils nous voient. Je dis 90%, je pèse mes mots. Même un journal comme Fraternité Matin n'applique pas la convention collective. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le CNP qui l'a dit. Mais quand c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Il faut casser les œufs. On ne pourra pas avancer si on essaie de ménager les uns les autres. Il faut casser les œufs, c'est un mot, c'est vraiment très fort. Oui, mais c'est pas moi qui dis, on dit on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. On veut faire les omelettes, c'est-à-dire on veut un pays développé. Le président de la République dit qu'il veut que la Côte d'Ivoire soit un pays émergent d'ici 4 ans. Mais dans les pays émergents, là, c'est pas comme ça qu'on se comporte à la presse. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, en Chine, dans les pays qui sont avancés, c'est pas comme ça qu'on se comporte dans les médias. On ne crée pas d'entreprise de presse pour escroquer ses amis. Alors, qui Guillaume Bato peut toucher le plus rapidement possible pour avancer dans sa lutte? Non, mais en fait, on touche tout le monde. Je vous ai parlé, quand on va chez le président de la République, on parle. Quand on va chez les ministres, on parle. Quand on va dans les entreprises, on parle. On parle à tout le monde. Les partenaires, je vous ai dit, je fais des missions à l'extérieur. Je parle de l'association de la Côte d'Ivoire. Nous, on parle aussi avec des organismes dans le cadre de la centrale où je milite. On rencontre les bailleurs de fonds, la Banque mondiale, le FMI. Quand ils viennent dans les missions, ils écoutent les syndicats, la société civile. On donne notre point de vue. On parle avec tout le monde. On parle avec la société de façon générale. Pour que les Ivoiriens même comprennent l'importance. Parce que les Ivoiriens, parfois, j'ai l'impression qu'ils veulent une chose et son contraire. Ils veulent des droits, ils veulent un pays organisé, mais ils ne sont pas prêts à aider. Ils ne sont pas prêts à soutenir la lutte des journalistes. Ils sont plutôt prêts à critiquer les journalistes. Oui, les journalistes font ça. Mais les journalistes font ça parce qu'ils ne sont pas dans les bonnes conditions de travail. Si on règle les conditions de travail, je pense que les journalistes ivoiriens sont des excellents journalistes. On a vraiment des talents dans le métier. Dans tous les sous-secteurs des médias, on a des gens talentueux. Donc, il n'y a pas de raison qu'ils ne fassent pas bien le boulot. Le 3 mai dernier, on a célébré la journée internationale de la liberté de la presse. Guillaume Bato, en tant que journaliste, comment est-ce que vous voyez la presse dans 5 ans? Moi, j'espère que toutes les propositions que nous faisons, toutes les luttes que nous menons vont aboutir et que le gouvernement va s'impliquer dans la promotion des professionnels des médias. Pas que des entreprises, mais va vraiment mettre l'accent sur l'existence de médias solides, qui payent bien leurs travailleurs, qui les déclarent à CNPS, qui ont une couverture médicale, etc., de grands médias, avec des appuis conséquents, avec un soutien efficace. Moi, j'espère. Et je dis aujourd'hui, moi, je dis toujours, je suis optimiste.
vous allez voir, la libéralisation de l'espace télévisuel va avoir une incidence énorme. Parce que la concurrence va s'intensifier. Les gens n'ont pas idée. Mais quand on va voir de grandes télévisions qui vont venir, mais ils ne vont pas recruter les journalistes sur la planète Mars. C'est ceux qui sont déjà dans le métier, qui ont l'expérience, qui vont être recrutés. À partir de ce moment, y compris les journalistes de la presse écrite. À partir de ce moment, les professionnels des entreprises de presse, qu'elles soient écrites, numériques, audiovisuelles, qui ne payent pas les travailleurs, ils n'ont personne pour travailler pour eux. Ils n'ont personne. Donc, je suis optimiste. C'est pour ça que nous nous battons pour que la libération se fasse dans de bonnes conditions. Pour que les travailleurs soient associés. Et que de grands médias, vous n'en faites pas, de grands médias vont venir investir. Donc, les patrons de presse qui pensent qu'on est encore à l'ère du Néandertal, qui font dans des entreprises de boutiques, qui emploient les enfants des gens sans les payer, mais ils vont regretter. Vous avez vu le cas de Radio Côte d'Ivoire avec Conduit FM? Quand le GFM est venu, tous ceux qui étaient bons à Radio Côte d'Ivoire sont partis. Et Radio Côte d'Ivoire aussi a commencé à recruter tous ceux qui sont bons à Radio de Bougon. Et ainsi de suite. C'est la même chose qui va se passer. Dans toutes les chaînes, que ce soit la presse écrite, la presse audiovisuelle, les meilleurs seront recrutés par les chaînes de télévision en tant que consultants, en tant qu'animateurs, producteurs, et tout ça. Et il y a des grandes chaînes de télé qui vont s'installer, des grandes chaînes de radio qui vont venir, il y a plusieurs chaînes de radio qui vont se créer. Il y aura des chaînes de radio au plan régional, et tout, des téléplans régional, mais il y a de l'avenir promoteur pour les professionnels de médias. En tout cas, à la tête du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire se trouve Guillaume Batou, qui est toujours là-bas, très critique et très fort, très franc, qui tape sur la table en tout cas pour donner les meilleures conditions de travail et de vie aux différents, je veux dire, adhérents du syndicat, du Synopsi, mais certainement le Synopsi a d'autres actions à poser après notre départ. Alors dites-nous les actions futures. Nous sommes en ce moment engagés dans une tournée nationale pour travailler sur la question de nos camarades des radios de proximité. Donc, dans l'immédiat, c'est cela. Mais dans les prochains jours, nous allons aussi organiser une grande cérémonie de remise officielle des cartes de membres. Parce qu'on a changé de logo, on a changé de nom, donc on a fait de nouvelles cartes que nous allons remettre très bientôt à nos membres et continuer vraiment le travail de mobilisation et de sensibilisation dans la presse écrite, dans la presse audiovisuelle, dans la presse numérique, pour que vraiment nous puissions constituer un grand groupe de pression autour du Synapsi, pour pouvoir vraiment défendre crânement nos amis, tous ceux qui sont aujourd'hui dans les difficultés. Je leur dis de se mobiliser, personne ne regarde pour notre place, c'est nous-mêmes. C'est pour ça que j'invite chacun à venir au siège ici à Djamé 220 logements, prendre sa carte, prendre sa fiche d'adhésion, prendre sa carte et payer ses cotisations pour donner les moyens au syndicat de continuer la bataille. Voilà ce qui est clair. Guillaume Batou, secrétaire général du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, a lancé l'appel à tous les professionnels de médias. Venez vous inscrire dans votre syndicat, c'est votre maison, et pour que la lutte soit vraiment, je vais dire, très bonne pour vous. Parce que devant, il y a de bonnes actions qui sont menées pour vous et c'est vous qui allez gagner la bataille du syndicat national des professionnels de la presse de Côte d'Ivoire. Merci à Pédium TV pour cette belle occasion qu'elle nous donne pour parler de notre lutte en faveur de l'amélioration effective des conditions de vie et de travail de tous les professionnels de médias de Côte d'Ivoire. Bonne chance à Pédium TV et bon courage pour la suite. Guillaume Batou, secrétaire général du syndicat national de professionnels de la presse de Côte d'Ivoire, Synapsi.